Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 13 avril 2023, ici Danick Julien et votre bulletin d'information communautaire Info, c'est JSR. Cette semaine, il sera question d'une importante perquisition d'armes à Saint-Alban par la Sûreté du Québec. Nous ferons également un retour sur les divers conseils municipaux qui ont eu lieu sur le territoire cette semaine. En entrevue, nous allons avoir M. Olivier Lauzon du Camp Portneuf qui sera des nôtres pour parler de nouveaux pavillons et de la saison 2023. Et de plus, Luc Thibault du Metal Perro de Donnacona va se joindre à nous alors que son équipe atteint la finale de la Ligue de hockey senior 3 du Québec pour la première fois de son histoire. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Une importante perquisition d'armes a été réalisée à Saint-Alban par la Sûreté du Québec ce mercredi 12 avril. En effet, dans le cadre de la stratégie Centaure, un homme et une femme, âgés respectivement de 32 et 28 ans, ont été arrêtés et interrogés. La femme a été remise en liberté, cependant l'homme, Gypsy Tremblay de Saint-Alban, a comparu par visioconférence au Palais de justice de Québec pour faire face à des accusations de possession d'armes à feu sans autorisation et de possession d'armes, dispositifs et munitions prohibés. Il est demeuré détenu. Il sera de retour en cours le 14 avril, soit demain, vendredi. La liste des armes est relativement inquiétante. 7 armes de poing, fabrication 3D, ce sont des carcasses. Il y a aussi 5 canons d'armes de poing, toujours de fabrication 3D. Il y a 6 chargeurs, une culasse, 2 cartes SD qui contiennent les plans et logiciels pour la fabrication diverses d'armes à feu 3D, 2 imprimantes 3D, une arme longue, 7 silencieux, un lance-fléchette, une arbalète prohibée et 15 armes blanches de tout genre. En plus de ça, 2 shurikens et un lot de munitions variées de 200 munitions. Le Lab créatique de Portneuf a démarré aujourd'hui. Au total, 27 projets ayant le potentiel d'avoir de bons impacts pour les communautés de Portneuf ont été présentés. Ce sont 44 participants qui rencontreront des intervenants et vont même entamer des discussions afin d'étoffer leurs projets. À la fin du parcours, ce dimanche, les projets seront présentés et certains d'entre eux recevront des prix. De nombreux coachs seront présentés pour épauler les entrepreneurs. Voici d'ailleurs une présentation de ces coachs. Il y a premièrement Dave François de la CDEC de Québec, Étienne Bourré-Denis, que l'on connaît très bien ici, de la SADC de Portneuf, Séverine Moreau de la MRC de Portneuf, Stéphane Morin-Ouellette du Pôle CN et finalement Caroline Talbot du Conseil québécois de coopération et de la mutualité, le CQCM. Les coachs délégués seront présents tout au long de l'événement pour offrir leur soutien et leur expertise aux participants au Lab créatique. Leurs conseils et leurs connaissances seront précieux pour aider les entrepreneurs à réussir à atteindre leur objectif.
Maintenant, et oui, signe que le printemps avance. On parle du camp Portneuf parce que, évidemment, on va parler de la saison estivale, mais pas que. Il faut dire qu'il était question cet hiver que la Fondation Maurice Tanguay a annoncé un don de 250 000 $. On va y revenir tantôt. Ça, c'était pour la construction de pavillons adaptés. On sait que le camp Portneuf travaillait sur une très grande campagne de financement. Pour parler de tout ça, nous avons avec nous M. Olivier Lauzon, qui est directeur général du camp. Bonjour, Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, le camp Portneuf, on travaille fort. C'était quand même une grosse campagne de financement qu'on avait lancée l'année passée. Oui, en fait, une campagne très ambitieuse, même une campagne, je dirais, historique pour nous. On se devait là, de procéder à une certaine rénovation, certaines mises à niveau là, de nos installations, bien sûr, mais aussi de se doter là, d'un fonds d'accessibilité pour permettre, entre autres, aux enfants, aux familles à faible revenu de participer là, à nos activités. On est sur les derniers 1000 de cette campagne de financement-là qui devrait se conclure là, en beauté le 10 juin prochain. Et justement, bon, c'était pour faire des améliorations au camp, mais aussi permettre à d'autres personnes de venir profiter de ce camp-là. Et la mission du camp Portneuf, qu'est-ce que c'est exactement? Principalement, c'est de rendre accessible aux enfants et aux familles le plein air dans un contexte d'activité significative et toujours en gardant la portion d'accessibilité là, en tête aussi. Donc, que l'argent, que les moyens financiers ne soient jamais un frein à participer à nos activités. Monsieur Lauzon, vous me parlez d'accessibilité et je pense que le pavillon qui est construit après un don de la Fondation Tanguay de, je pense, 250 000 $, on est là-dedans, là, l'accessibilité. Parlez-nous de ce pavillon-là. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le pavillon Tanguay se veut, parce que présentement, il est en cours de construction. Oui. Même on installait le revêtement de toit aujourd'hui. Ça se veut un pavillon qui est accessible aux gens à mobilité réduite, mais aussi à l'ensemble de la population. Ça peut contenir 20 personnes, donc on peut coucher 20 personnes à l'intérieur. Et c'est un chalet, un hébergement qui sera adapté autant au niveau des espaces de, entre autres, préparation de l'alimentation. Donc on a fait adapter, les comptoirs sont baissés, il n'y a pas de problématique de circulation. On a des salles de bain qui sont adaptées aussi. Donc, on voulait un peu pousser l'accessibilité un peu plus loin. On était très bon avec les enfants, les familles, mais au niveau de l'accessibilité universelle, c'était un de nos défis. Puis, je pense qu'on travaille à développer de plus en plus. Entre autres, le chalet Maurice Tanguay, c'est un gros jalon pour nous là, dans cette notion d'accessibilité-là. Et bon, pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce qu'on retrouve dans un chalet comme ça, c'est quoi les différences avec un chalet qui n'est pas spécialement pour les personnes à mobilité réduite? Déjà, l'espace est beaucoup plus grand. Ça permet aux gens d'avoir des endroits pour se retourner, donc pour retourner en fauteuil roulant. La majeure partie des comptoirs n'ont pas de dessous, donc il n'y a pas d'obstacle à la circulation. Ils sont beaucoup plus bas aussi pour permettre aux gens, entre autres, on aime beaucoup faire participer, faire cuisiner les enfants qui viennent chez nous aussi, donc pour permettre de participer à ces activités-là aussi. Mais bien sûr, tout l'aspect de soins d'hygiène, de dortoir aussi, ce sont des lits qui sont adaptés. Des chambres beaucoup plus grandes aussi pour justement être en mesure de pouvoir circuler là, sans encombrement dans ce nouveau chalet-là aussi. Puis bien sûr, l'ensemble de l'extérieur aussi. Le chalet sera doté de 2 très belles terrasses accessibles justement en fauteuil roulant et aussi là, tout ce qui se touche là, à pouvoir circuler autour aussi. Là. Olivier Lauzon, directeur général du camp Portneuf. Bon, on parle de la saison 2023. L'année passée, vous aviez battu un record et là, comment on voit la saison 2023? Est-ce qu'on va battre encore un record cette année? On est directement dans les records. Le 10 mars dernier, on ouvrait entre autres là, les inscriptions au camp de jour. C'est parti sur les chapeaux de roue. Déjà le 10, la première journée, on avait des semaines qui étaient complètes. Même résultat historique, là, la dernière semaine de l'été, elle s'est bookée là, en 30 secondes. Okay. On avait l'impression d'avoir des billets pour un show de YouTube, je dirais. Ouais. Donc, effectivement, on dépasse encore là, les attentes. On est très heureux. On sent le soutien de la population, de la communauté sur ce qu'on offre puis sur l'ensemble de notre camp de jour aussi. Là. 2022, on bat des records. 2023, ça ressemble à ça aussi. Est-ce qu'il y a une effervescence autour du camp Portneuf, selon vous? On sent que l'effet de bouche à oreille, elle est extrêmement importante.
Je pense que dans les dernières années, on a voulu se doter, entre autres, là, grâce à un collègue, là, à François, d'une ressource qui est dédiée, là, entre autres, à la qualité de l'expérience au niveau de notre camp de jour. Donc oui, on sent que les gens apprécient notre service, mais aussi tout ce qui est attrait avec la diversité de notre service au niveau du camp de jour, nos activités pédagogiques, nos activités de spécialité aussi. Là. Et parlez-nous des activités. La saison 2023 arrive. Quelles sont les activités de prévues cette année? On a des grandes nouveautés cette année. On aura notre parcours là, gonflable, notre parcours Weebit va doubler en superficie grâce, entre autres, là, à une aide de la SADC. Ça nous permettra, dès l'été qui s'en vient, d'avoir un parcours Weebit, notre parcours gonflable d'une grandeur vraiment beaucoup plus grande aussi. On aura une nouvelle construction qui sera une tour d'escalade qui sera disponible, encore une fois, à la population, aux participants de nos activités. Cette tour-là se voudra aussi là, une tour d'escalade accessible aux gens à mobilité réduite. On continue à développer aussi tout l'aspect de piste d'hébertisme aussi. Donc, quand même des belles grandes nouveautés pour la saison 2023, bien sûr. Puis on invite toujours la population à venir. Hein, les fins de semaine de l'été, on est ouvert aux gens de la population aussi pour venir découvrir ces belles activités-là. Donc, est-ce que ça marche avec réservation? Si on veut venir voir une fin de semaine, comment ça fonctionne? C'est sur base soit de réservation ou non. Les gens peuvent directement se présenter au camp, à l'accueil, puis venir bénéficier de nos installations. Ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on a toujours le concept de tout inclus. Une fois que les gens ont payé leur droit d'accès, ils ont accès, bien sûr, à toutes les embarcations, kayak, paddleboard, mais jeux gonflables. Donc, c'est vraiment là, une façon de venir découvrir des nouveaux sports, des nouvelles activités de plein air à des coûts qui sont très, très raisonnables aussi. Monsieur Lauzon, on a parlé de la campagne de financement. Vous avez dit ça va se terminer vers le 10 juin. Les gens qui veulent vous aider, comment on fait pour aider le Camp Portneuf? Très facilement sur notre site internet, camp-portneuf.org. Dans la section campagne de financement, les gens peuvent directement donner en ligne. Ils peuvent même acheter des journées ou des semaines, par exemple, de camp de jour pour des enfants défavorisés. Donc, ils peuvent littéralement contribuer de façon directe à ce qu'un enfant à besoin particulier soit accompagné, entre autres. Donc, c'est possible de commanditer une semaine, une journée ou de rendre accessibles ces services-là en choisissant une des options qui est disponible sur notre plateforme. Là. Ouais. En terminant l'entrevue, Olivier Lauzon, directeur général du Camp Portneuf, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire à la population de Portneuf qui nous écoute en ce moment? Bien sûr. On parlait peut-être, entre autres, de notre campagne de financement. On est sur les derniers 1000 de notre marathon. C'est un dur et long marathon. Il reste encore quelques kilomètres là, à parcourir. On est à 2,8 millions sur notre objectif ambitieux de 3 millions. Même j'ai des gens dans mon entourage qui espéreraient qu'on dépasse ces 3 millions-là parce que les besoins sont grands. Si les gens veulent nous soutenir, nous encourager, c'est une très bonne façon de visiter puis de faire un don. Sinon, juste de participer à nos activités, de venir nous rencontrer, venir nous voir pendant la saison d'été. Ça nous fait toujours plaisir. Puis c'est une très bonne façon de soutenir notre mission aussi. Olivier Lauzon, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Merci. On poursuit maintenant dans votre émission Info CJSR. Au retour de la pause, nous allons avoir un reportage sur l'artiste portneuvoise Christine Genet. Restez des nôtres. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou. L'artiste de Cap-Santé, Christine Genet, réalise des œuvres d'art pour imager les fameuses cannes de sirop d'érable. Aubert Tremblay s'est penché sur le sujet. Bien, ça, c'est la canne que CDL m'a demandé de faire un dessin. Et puis, j'ai accepté. Ça s'est passé, ça fait à peu près, ça fait une couple de mois. Puis, j'ai fait un tableau. C'est pas ce tableau-là, mais ça y ressemble beaucoup. Un tableau à peu près de la dimension de la canne proportionnelle.
Puis après ça, on l'a numérisé, puis eux autres, ils l'ont mis sur une canne. C'est CDL, BMR et Agrizone qui tiennent ces cannes-là. Là. Ça va être les nouvelles cannes à venir là, pour CDL, Agrizone et BMR. Puis il y a la canne aussi à Annie Carbonneau. Elle a fait la canne biologique. Puis Annie, ben, elle est de Québec. Moi, j'ai fait qu'est-ce que je ressentais à la cabane à sucre, la famille, les amis, les enfants qui jouent, la tire à neige, quand on ramasse l'eau, les traditions et tout ça. Parce que la sériculture, vous avez ça comme ça dans le sang, vous, là. Ouais. Moi, j'adore ça. Là. J'ai une petite érablière à Saint-Basile là, de à peu près 150 en taille. Fait que, puis ma mère est à côté. Fait que, on est comme des passionnés. Fait que mes deux passions se retrouvent sur ma canne. C'est vraiment génial. Là. C'est une passion là, qui dure depuis des années. Puis c'est de ma grand-mère, ma mère, moi, ma fille. Là. Après ça, j'ai une petite fille. Fait que peut-être que ma petite fille va aimer ça, mais elle trippe. Elle aime ça beaucoup venir. Là. J'ai su que vous aviez des produits dérivés aussi autour de la sériculture. Ah ben oui! J'ai fait des jeux sur la sériculture. Ça, c'est un jeu de mémoire qui a des questions. Puis là, ben, chaque personne, ben, ils répondent là, du mieux qu'ils peuvent. Puis c'est bien le fun. Des fois, ça fait des discussions à la cabane à sucre. Là. Puis ceux qui ne sont pas comprendre mes questions, ben, ils mettront leurs réponses. Il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est des petits chalumeaux que j'ai peints. C'est vraiment petit, là, si vous voyez. Là. Je peins aussi des bouteilles. Mm-hmm. Ça c'est vraiment peint à la main, puis je l'ai recouvert d'époxy avec un vernis spécial. J'ai aussi des calottes, chauffeur de balleur. Chauffeur de balleur. Oui, Okay. La vie est belle en sirop. J'ai des gilets aussi comme ça, toutes sortes de choses. Là. Des casse-têtes, de cabane à sucre. J'en ai un ici, le casse-tête du Chalet de Boiron à Sainte-Christine. Ça, c'est une nappe à colorier pour les enfants ou les parents, si vous voulez. Elle a 36 pouces par 48 pouces de long. Fait que tu mets ça sur la table, puis tout le monde peut colorier, là, peut s'amuser à cabane à sucre. Là, évidemment, c'est une œuvre de cabane à sucre. Après ça, j'ai des tasses aussi. C'est l'heure d'un petit réduit. Mm-hmm. Chauffeur de balleur. Après ça, ben, j'ai mes affiches. Puis, j'ai un livre à colorier aussi. Oui, ça, c'est mon jeu sirop. J'en avais fait quelques copies il y a une couple d'années. Puis là, il y a plein de monde qui me redemande le jeu. Puis là, ben, c'est sûr que j'aimerais ça me trouver un partenaire là, pour mon jeu, pour m'aider et tout ça. Là. Fait que des fois, s'il y a quelqu'un qui aimerait être partenaire avec moi... Vous êtes une vraie femme d'affaires. Vous oui, avez toutes sortes de produits puis j'ai dérivés. peint aussi là, des couverts de chaudière. Ça, c'est nouveau. Là. C'est mon petit nouveau là, de cette année. Là. J'ai fait aussi des feuilles d'érable. C'est des vraies feuilles d'érable peintes. Je veux juste vous dire que là, c'est dans le temps des sucres, fait que là, je suis à cabane à sucre, c'est ainsi. Mais la Galerie d'art, elle rouvre le 3 mai, du mercredi au samedi de 11h à 16h. Fait que ça va me faire super plaisir de vous accueillir à partir du 3 mai prochain. Puis venez voir mes nouveautés, venez me voir, ça va me faire super plaisir. Puis c'est le 57 au 138 à 400 pieds. Le 31 mars dernier, un forum d'incendie a eu lieu au centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. Le souhait de la MRC, c'était d'arriver à partager l'ensemble de l'information entre chaque municipalité et c'est pourquoi tous les intervenants du milieu ont été réunis. Voici d'ailleurs les propos du préfet de la MRC, Bernard Gaudreault. Alors écoutez, pour la MRC de Portneuf, ça faisait déjà plusieurs années que nous souhaitions organiser un forum incendie sécurité civile dans lequel l'ensemble des intervenants du milieu municipal seraient présents. Alors, pour ceux et celles qui me connaissent bien, je suis une personne qui aime les défis et nous avions évidemment donné le mandat au comité de sécurité incendie de la MRC de Portneuf de travailler à l'élaboration d'un programme qui devrait satisfaire et répondre à beaucoup de demandes, de questions et d'interventions. Le défi était de vous réunir, directeur, directrice incendie, directeur, directrice généraux, maire, mairesse, conseillers, conseillères, pompiers, pompières, ensemble des intervenants rattachés au milieu de l'incendie et de la sécurité civile avec les gens du ministère de la Sécurité publique. Et on peut se dire ce matin, mission accomplie.
De nombreux intervenants sont donc venus prendre la parole à tour de rôle pour notamment indiquer aux élus quelle était leur responsabilité en matière de sécurité incendie ou encore les aider à comprendre quoi faire lors de situations d'urgence. D'ailleurs, l'exemple de la panne d'électricité qui a touché l'ensemble de Portneuf dans le temps des fêtes a été donné. Le climat s'envenime davantage dans la municipalité de Cap-Santé, alors que le conseil municipal de ce mardi 11 avril a laissé place à plusieurs situations délicates. La première situation de ce genre touche le comité consultatif d'urbanisme de la ville. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter au mois de mars 2023. La citoyenne Alyssa Germain-Cameron avait été officiellement nommée pour combler un poste vacant au sein du comité. Il faut dire que Mme Germain-Cameron a été défaite lors des élections du 12 mars dernier, alors qu'elle tentait de se faire élire comme conseillère. De ce fait, Mme Cameron ne pouvait pas appliquer pour siéger au comité consultatif d'urbanisme de Cap-Santé tant qu'elle était candidate aux élections municipales. L'appel de candidature original se terminait le 10 mars, soit 48 heures avant la fin des élections, ce qui rendait la candidature de Mme Cameron non éligible en fait. Malgré tout, Cap-Santé, sous direction de la directrice générale Nancy Sirois, a pris la décision d'accepter cette candidature et la majorité du conseil, à l'exception de la conseillère Jeanne Noreau, l'avait acceptée lors du conseil du 13 mars dernier. Selon les informations que l'on peut trouver dans le courrier de Portneuf, seul le citoyen Marc-André Barry avait remis sa candidature selon les délais. D'autres citoyens avaient également remis des candidatures au dire de la ville de Cap-Santé. La ville a par la suite décidé de relancer totalement le processus de candidature en mentionnant que des erreurs cléricales avaient été commises dans l'appel de candidature originale après avoir remarqué que l'appel n'avait pas été en concordance avec le règlement. Cette situation indigne certains citoyens. On écoute d'ailleurs un extrait du conseil de ville du 11 avril dernier. Marc-André Papillon, 50 fois gagné Cap-Santé. Bonsoir, M. Papillon. Dans toute la saga du processus de nomination au CCU, vous avez mentionné, M. le maire, par un courriel au courrier de Portneuf, erreur cléricale. Parlons des faits. Les faits sont qu'il s'agit d'une erreur grave de la part de la directrice générale en acceptant la candidature de Mme Cameron après la date limite du 10 mars. Le citoyen se demande également s'il est toujours possible d'avoir confiance en l'administration municipale. M. Papillon se demande si des mesures seront prises auprès de la directrice générale et si le dossier va même être acheminé à la commission municipale du Québec. Suite à cette question provenant du public, le maire Michel Blackburn n'a donné aucune réponse. D'autres sujets lors de la période de questions ont mérité le même sort lors du 11 avril dernier. Plus tard, dans l'Assemblée, la nomination de Mme Cameron a été abordée dans l'ordre du jour. 3 conseillers ont voté pour et 3 ont voté contre. C'est le maire Michel Blackburn qui a tranché sur ce point. Du côté de celui-ci, ce dernier nous a confirmé par courriel que le processus a été bien suivi, qu'au total, 5 candidatures avaient été acheminées et que 2 d'entre elles avaient été retenues. Pour M. Blackburn, c'était une bonne chose de remplacer la citoyenne qui avait quitté son poste par une autre jeune femme. Toujours à Cap-Santé, un autre point a suscité beaucoup de réactions. C'est lors du temps de parole accordé aux conseillers. La conseillère Jeanne Noreau a pris la parole pour revenir sur la plainte d'harcèlement psychologique qui l'avait visée lors du mois d'août 2022. Pour résumer dans le dossier du déménagement de la bibliothèque municipale de Cap-Santé, la conseillère Jeanne Noreau souhaitait consulter le procureur de la ville car une lettre n'avait pas été envoyée aux conseillers au moment de prendre une décision concernant un nouvel emplacement. On écoute Mme Noreau. Alors, le 8 août dernier, j'ai demandé à Mme Sirois avant de pouvoir consulter le procureur de la ville parce qu'il y avait une lettre qui n'avait pas été envoyée dans le cadre de la décision qu'on avait à prendre pour la bibliothèque. Et puis, finalement, bien... Je vais vous lire, c'est que bon, on a mis un enquêteur après moi parce qu'on m'a accusé de harcèlement psychologique.
En raison des questions qui étaient posées par la conseillère au sujet de la bibliothèque, une plainte de harcèlement psychologique a été déposée et des mesures ont été prises pour limiter les contacts entre la conseillère Jeanne Noreau et la directrice générale Nancy Sirois. Madame Noreau explique également qu'elle a fait appel à un avocat afin de prouver qu'il n'y avait jamais eu de harcèlement psychologique. Durant le même conseil du mardi 11 avril, Jeanne Noreau a fait la lecture totale d'une lettre écrite par son avocat de la firme Saint-Paul. Il s'agit du maître Marchand qui est bien au fait des affaires municipales, selon la conseillère Noreau. Dans l'avis juridique de ce dernier, il est clair qu'il n'y a pas eu d'harcèlement psychologique et que la conseillère a bien exercé ses fonctions. Voici un extrait de la lecture de cette lettre. Le maire vous rappelle qu'en dehors des séances du conseil, vous n'avez pas plus de pouvoir que les autres citoyens de la ville. Ceci est faux. Le mandat d'un élu municipal n'est pas de siéger une fois par mois, mais bien de représenter les citoyens et d'obtenir tous les documents pertinents de la directrice générale et toutes les réponses nécessaires à l'exercice de son mandat. Le maire recommande également que toutes vos questions soient, dans un premier temps, étudiées à l'occasion des séances de travail. Il ajoute que les autres membres du conseil municipal s'entendront alors sur les questions et les demandes pertinentes à être adressées à l'administration municipale. Encore là, cette recommandation est non seulement illégale, mais elle brime totalement les droits d'un élu municipal et contrevient aux obligations de l'administration à l'égard de mêmes élus. Rejointe par téléphone, Mme Noreau explique qu'elle souhaite toujours que la Ville rembourse les 1 586 $ qu'elle a dû débourser pour se défendre. D'ailleurs, la firme d'avocats a communiqué à la mairie en expliquant qu'en refusant le paiement de ces consultations, la Ville de Cap-Santé créerait un dangereux précédent. Selon la firme, cela voudrait dire qu'un élu municipal ne pourrait plus exercer ses fonctions, étant toujours sur la menace d'une poursuite qui, même rejetée, lui ferait encourir des honoraires et des frais considérables. Du côté de la Ville, le maire Michel Blackburn explique que la demande de la conseillère sera évaluée par le Conseil. Au retour de la pause, Charles Laviolette poursuit sa visite des érablières et se tourne vers la biomasse. Restez des nôtres. Nos matières résiduelles atteignent de nouveaux sommets. Pensons à réduire, à réutiliser, à réparer. Pensons à mieux consommer. Je m'appelle Mihaela Radu. Quand j'ai commencé le bénévolat, c'était pour voir un peu comment ça marche. Tu peux te développer un peu plus quand tu commences notre vie. Tu commences de zéro, c'est pas facile. Mais le bénévolat m'a aidé beaucoup. C'est important de faire le bénévolat avec la passion. Forestière pourrait servir de nouvelle énergie pour opérer les érablières. On écoute tout de suite le reportage de Charles Laviolette sur le sujet. Alors que Québec offre des subventions aux producteurs acéricoles pour convertir leur évaporateur au mazout, Sylvain Deshaies croit que l'option de la biomasse forestière devrait être envisagée par certains producteurs. Pour une 5e saison, l'évaporateur de la cabane La Sucrière de Deschambault est alimenté par des copeaux de bois provenant d'arbres qui sont coupés, fendus et séchés sur place. Ouais, c'est un désir d'aller plus loin un peu puis essayer de comprendre quelle sorte de marché ça peut développer, ça, ce copeau-là. L'avantage du copeau, il y en a 3. La première, c'est que c'est moins cher souvent que tout autre combustible, là, tu sais. Deuxièmement, tu peux le faire en dehors du printemps, c'est-à-dire le conditionnement peut se faire dans l'été. Le 3e avantage, finalement, c'est faire disparaître les arbres cotis et tout ça, puis leur trouver une vraie, en dehors du bois de chauffage, dans le fond, leur donner une vraie raison d'être utilisé. Donc, la moins grande valeur ajoutée du bois peut être valorisée dans l'utilisation du copeau ici. Ça, c'est une petite pompe hydraulique de char. Ouais, bien celle-là, on doit voir ici qu'il y a un bout de boulot, là.
Ouais, il y a un bout de boulot à cause de l'écorce. Celle-là, il doit être fort en boulot. Fait que lui, il est à peu près à 10 ou 11 % d'humidité. Ouais. Puis ça marche très bien. En fait, j'ai pas besoin de granules. Là, il est assez sec pour l'opérer tout seul. Alors, les 5 étapes qui se font dans l'été, dans le fond, c'est la coupe de résidus de bois, exemple des bois tombés, des arbres cotis, l'aménagement forestier, les branches, tout ça. On fait un petit bout de temps au soleil du printemps, là. Puis je le mets dans un four solaire qui est une cabane orientée sud-ouest avec des demi-drains agricoles noirs sur le dessus puis sur le devant pour être capable d'améliorer la force de la température pour l'envoyer dans la cabane qui est un peu préparée à recevoir de la chaleur par en bas et que ça passe au travers des palettes puis ça sort par le toit. La cabane est orientée sud-ouest pour frapper le maximum de soleil. Évidemment que la cabane ne bouge pas, là. Le thermostat à l'envers, il faut qu'il fasse, mettons, 18 ou 20 pour qu'il se mette à marcher, parce que ça ne donne rien de rentrer de l'air froid. Fait que, puis l'autre condition, bien, c'est les détecteurs d'humidité de pelouse. Là. Fait que s'il mouille aujourd'hui, la condition de sécheresse ne sera pas là. Fait que ça ne donne rien d'aspirer du 100 % d'humidité. Alors, le dessous est en tôle, puis le dessus est un toit simple en tôle. Alors, pour améliorer la chambre de chaleur chauffée par le soleil frappe le noir, puis il fait en dessous 6 degrés C plus chaud que l'ambiant. Après ça, lorsqu'elle est à 10 % d'humidité, 11 ou 12 % d'humidité max, on le chip, puis on les met dans des poches de semences de soya ou des poches non recyclables comme ça, là, pour les attacher, puis les isoler de l'humidité relative extérieure. Puis, ben, après ça, ça va le printemps où est-ce qu'on l'amène dans le cavereau qui est ici, dont la vis rouge qu'on voit en arrière, qui vient se ranger, c'est-à-dire dans la réserve, puis on est prêt à chauffer comme 5e étape. Le même 35 cordes, il est en copeaux, ça prend pas moins de bois, ça prend pas plus de bois. Moi, je suis satisfait totalement. Ce qui reste probablement à travailler, la grosseur du brûleur par rapport à la grosseur de la bouilleuse, parce que ça, c'est un 80 kW. Est-ce qu'on sera capable de fitter un 100 kW pour générer encore plus de chaleur? Il reste ça à travailler, mettons. C'est facile, c'est pas lourd, c'est pas de nettoyage, c'est pas de seule affaire, dans le fond. Il faut le réalimenter avec des poches de copeaux qui durent 3 heures et demie. Donc, ça te prend facilement 2 poches par jour quand tu bouilles 6-7 heures. L'huile va disparaître d'ici 2035. Là. Fait qu'on est un peu... il y a un target, là, c'est 2035, on ne peut plus bouillir à l'huile. Là. Fait qu'il va rester le propane, puis il va rester les bûches, puis l'électricité. Puis la biomasse. On poursuit sur les conseils de ville qui ont touché Portneuf lors de la dernière semaine. Du côté de Saint-Marc-des-Carrières, donc, la ville avait conclu une entente de principe avec le syndicat de ses employés le mois dernier. Cette entente a été refusée. On écoute le maire Marion Leclerc. Relations de travail. Le mois dernier, je vous avais mentionné et annoncé qu'une entente de principe était intervenue avec les employés syndiqués pour les 5 prochaines années. Le syndicat a proposé l'entente à ses membres et malheureusement, les syndiqués ont refusé l'entente négociée. Nous aurons donc d'autres négociations à venir. Dans un autre sujet pour Saint-Marc-des-Carrières, le maire invite ses citoyens à installer une application pour rester informés des situations d'urgence. On l'entend à nouveau. Un rappel très important en ce qui me concerne, EcoInside. J'aimerais réitérer encore une fois l'information suivante. Si vous voulez être informé des alertes municipales, je vous invite à installer l'application EcoInside
Cette application est un service d'alerte et de renseignement en ligne. Elle permet de joindre les citoyens en cas de situation d'urgence sur leur téléphone intelligent. Elle se veut également une référence pour tous les besoins à combler, liste des commerces et organismes, et les actions à prendre, telles que les procédures pour différents sinistres, lors d'une situation d'urgence. Ce service renseignera la population inscrite lorsqu'il y aura des événements graves, tels que cataclysme, accident de la route bloquant une artère ou une artère de la ville, où nous serions obligés de faire un détour, ébullition d'eau potable due à une contamination possible de l'eau traitée par la ville et certaines informations de force majeure en mesure d'urgence. Enregistrez-vous en grand nombre, car plus il y aura d'inscrits, plus vous serez mis au courant des urgences. Finalement, toujours dans son processus de trouver un nouveau directeur des travaux publics, la Ville de Saint-Marc-des-Carrières a procédé à la nomination d'un directeur par intérim. Nomination d'un directeur des travaux publics par intérim en vertu de l'article 8.05H de la Convention collective de travail du personnel syndiqué. Après la démission de M. Éric Harvey, le Conseil, à l'unanimité, a demandé au maire de rencontrer M. Ghislain Letellier pour savoir l'intérêt qu'il portait à ce fameux titre de directeur des travaux publics par intérim. Il a accepté et je lui en remercie. Et selon l'article 8.05H de la Convention collective, ce sera pour une période de 2 mois, en attendant qu'on ait un nouveau directeur des travaux publics. Alors... Le Métal Perrault de Donnacona, maintenant, passe en finale dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec. Pour en parler, nous avons avec nous le directeur général du club, M. Luc Thibault. Bonsoir, Luc. Bonsoir. Monsieur Thibault, qu'est-ce que cela représente pour votre club de se rendre en finale pour la première fois de son histoire? C'est une grande fierté au départ. Ça fait 15 ans que l'équipe existe. Si on enlève l'année de pandémie, ça fait 14 ans. C'est la première fois qu'on atteint la finale. Ça fait qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Mais d'un autre côté, il n'y a rien de gagné. Fait que c'est ça, mais c'est une opportunité, puis on est content d'être là. Et là, vous allez affronter le Bellemare de Louisville, qui est bien habitué d'entrer en finale là, dans la Ligue depuis les dernières années. Comment on se prépare pour affronter le Bellemare? C'est sûr qu'on se prépare de ce qu'on connaît d'eux. Des matchs qu'on a eu contre eux cette saison. On a joué 4 matchs contre eux. On connaît leurs forces. C'est un club qui n'a pas beaucoup de faiblesses. Comme vous dites, ils sont habitués à la finale. Ça fait plusieurs années qu'ils finissent souvent dans le top 2. Ils ont gagné plusieurs fois. Ils en ont échappé une juste avant la pandémie. Mais on se prépare comme les autres séries, mais c'est sûr qu'on le sait que l'expérience est de leur côté au niveau d'une finale. Et là, pour vos joueurs, j'imagine, là, on a quand même, on vient de gagner 2 séries, on doit quand même se sentir d'attaque là, pour le défi. Assurément, je pense qu'on n'a pas volé notre place en finale. Je pense que tout le monde est fier, tout le monde est conscient, est confiant et conscient aussi du chemin qu'on a parcouru. Pendant la saison, on a terminé 2e au classement général, donc la logique est respectée, affrontement à 2e position contre 1re position. Fait que on n'a pas... on ne peut pas arriver là avec des complexes non plus. On arrive là en se disant que c'est possible. Puis on a 4 victoires à aller chercher. Et là, parlez-nous un peu de l'horaire des matchs parce qu'on va commencer demain soir à Donnacona. Là. Même si on est en 2e place, on commence à Donnacona. Oui, exceptionnellement, il y a un problème de disponibilité de la patinoire à Louisville. Fait que le premier match a lieu à Donnacona demain. Le 2e match va être à Louisville dimanche après-midi, le 16 à 16h. Puis le 3e match va retourner à Louisville vendredi suivant, le 21. Puis on va revenir à la maison le samedi le 22 à 19h30. Ce qui veut dire que le match de demain est très important, là, parce qu'ensuite on se retrouve 2 fois d'affilée à l'extérieur. Assurément. On a la chance d'avoir la foule de notre côté demain pour le premier match, puis il faut essayer d'en profiter. Monsieur Thibault, que pensez-vous du travail de vos joueurs jusqu'à présent là, dans les dernières séries, même dans la saison? Je pense qu'on a bien travaillé. Les gars ont été investis. Les gars ont été dédiés à l'équipe. Beaucoup ont fait des sacrifices, changement de chiffre de travail, entente avec la conjointe pour être sûr que tout fonctionne. Puis je pense que ça fait partie des résultats qu'on a.
c'est vraiment l'esprit de corps qui nous a permis de se rendre où ce qu'on est. Et bon, je vous pose la même question, mais à propos de votre entraîneur, M. André Ali, que pensez-vous de son travail là, depuis les séries éliminatoires? Bien, André a commencé avec nous l'année passée au début de la saison, puis depuis ce temps-là, André amène les valeurs d'engagement des joueurs au niveau de l'équipe, de respect. Puis je pense que c'est ces valeurs-là qui font qu'on progresse depuis l'an dernier. Puis c'est ce qui fait que ça nous amène où ce qu'on est aujourd'hui. Et bon, j'imagine que vos fans, votre public est bien content de ce qui se passe avec le club. D'ailleurs, je pense que dans votre tour d'assistance, on voit que le public est bel et bien au rendez-vous. Oui, effectivement, les 3 derniers matchs, ça a été 3 records d'assistance de l'histoire de la concession. On avait eu un match il y a bien longtemps, Saint-Marc contre Donnacona, qui avait attiré 1200 personnes. On a passé 1200 au premier match de la série contre Plessisville à Donnacona. On a passé 1300 au deuxième match de la série, puis on a passé 1400 au troisième match à Donnacona vendredi dernier. Donc, si on fait les chiffres, on peut encore monter là, dans la finale. Oui, on a encore de la place, puis c'est ça. On espère battre un autre record demain. On arrive à la fin de notre entrevue, mais quand même, oui, on parle de la finale, mais contre le Metal Pless, il y a quand même eu 6 matchs. Est-ce que l'équipe s'est bien comportée, selon vous, dans cette série-là? Bien, je vous ferai pas de cachette. Je préfère le chemin qu'on a pris. On a eu à faire face à de l'adversité. On a eu deux performances plus ordinaires à domicile. Oui. Puis on a rebondi le lendemain à l'étranger. Ça fait que c'est quand même une bonne chose. On a montré beaucoup de caractère. Puis je pense que c'est de bon augure pour la finale. Luc Thibault, directeur général du Metal Perrault de Donnacona, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire aux gens qui nous écoutent en ce moment, là, avant la fin de cette entrevue? C'est le plus beau temps de l'année, c'est le plus beau hockey de l'année. Venez faire votre tour demain soir, 20h30, Arena de Donnacona. Si vous ne pouvez pas, samedi prochain, le 22, à 19h30, à l'Arena de Donnacona. Puis si nécessaire, ça va aller à l'autre fin de semaine. Alors, M. Thibault, je vous remercie d'avoir été avec nous pour parler là, du hockey du Metal Perrault. Merci beaucoup. On poursuit maintenant dans votre bulletin d'information Info CJSR. Parlons maintenant d'un camp de formation au métier d'intervention d'urgence qui va être lancé à proximité de Rivière-à-Pierre du 10 au 14 juillet prochain. En effet, dans le secteur du Lac-aux-Sables, le projet chapeauté par le service incendie secteur F de Miquelon est à la recherche d'apprentis ambulanciers, policiers, pompiers, premiers répondants, mais aussi répartiteurs 911. Le projet pilote est destiné aux adolescents âgés entre 12 et 17 ans et il s'agit d'une première dans Miquelon, mais aussi dans Portneuf. C'est donc du 10 au 14 juillet prochain que la première édition va avoir lieu. Et évidemment, là, il y a une période d'inscription. Cette période va ouvrir le 1er mai 2023 et va se faire par téléphone au 819-529-1222. On poursuit maintenant niveau culturel parce que, vous le savez, il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres dans le coin. Et d'ailleurs, je veux parler de l'auteure de Carte Santé, Lise Bergeron, qui a lancé un peu plus tôt cette année son roman « Des secrets en héritage ». Nous avons eu l'occasion de discuter avec elle un peu plus tôt pour connaître sa carrière et son cheminement. Voici cette entrevue. Bonjour, Mme Bergeron. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler, oui, de votre livre, votre roman « Des secrets en héritage », mais aussi de votre carrière. On veut commencer à comprendre qui est Lise Bergeron. Qu'est-ce qui vous a emmené à écrire des livres? Bien, en fait, j'ai commencé à rêver d'écrire, j'étais enfant. À partir du moment où j'ai appris à lire, j'ai rêvé d'écrire. Puis, je suis chanceuse d'un côté, je suis née dans une famille où les parents t'instruisent. Ma mère était maîtresse d'école. Fait qu'à ce moment-là, bien, elle mettait beaucoup l'accent sur la connaissance, elle nous donnait des livres à Noël, au jour de l'an, à notre fête. Fait qu'on avait de la lecture pratiquement tout le temps. Fait que moi, dans le fond, je pense que mon désir d'écrire vient beaucoup de là. Parce que, je vous dis, à partir de 7-8 ans, là, je rêvais déjà d'écrire. Je fantasmais sur toutes sortes de sujets, mais j'ai grandi, j'ai vieilli, je me suis mariée, j'ai fait mon cours d'infirmière, j'ai travaillé pendant plusieurs années comme infirmière. Je suis née en Abitibi. Mes parents sont de l'Abitibi. Fait que je dis que j'ai fait un nord à l'autre, parce que je suis née en Abitibi. Puis une fois mariée, je me suis en allée sur la Côte-Nord.
Là, j'ai travaillé pour l'Hydro-Québec pendant plusieurs années. Puis, quand ils ont fermé le village de Bercimis, à ce moment-là, on a déménagé à Forestville. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la Côte-Nord. Oui, c'est à 1 heure de Bécomo, là. Exactement, oui. Alors, une fois rendue à Forestville, j'étais enceinte. Fait que là, à ce moment-là, j'ai été quelques années sans travailler. Oui. Puis, après ça, mon mari a été transformé ici à Pont-Rouge. Pas ici, mais je veux dire à Pont-Rouge. Au poste, il travaillait pour l'Hydro, lui. OK. Fait qu'il a travaillé là pendant plusieurs années. Et depuis ce temps-là, on est à Cap-Santé. Donc, vous êtes à Cap-Santé et la plupart de vos livres parlent de la région de Portneuf, mais parlent de vos expériences aussi, comme de l'Abitibi. Le premier livre que vous avez paru, c'est en 2014. Oui. Et parlez-nous un peu de ce livre-là. Qu'est-ce que ça vous a fait, en fait, de paraître votre premier livre? Alors, c'est extraordinaire parce que c'est un rêve, bien souvent, qui ne se réalise pas pour beaucoup de monde. Hein. Mm-hmm. Puis moi, comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure, Le Destin d'Eva, qui est le premier, oui. C'est celui-là que j'avais écrit dans l'idée de le présenter au prix Robert Clich. OK. Puis j'avais écrit mon manuscrit, puis je l'avais envoyé, mais j'ai reçu une lettre que j'avais pas été choisie, mais que c'était quand même bien. Mm-hmm. Fait que j'étais déçue. C'est pas pour ça que j'ai arrêté non plus, mais j'ai arrêté quand même pendant plusieurs années. Mais j'avais toujours en tête pareil. Je l'avais gardé, mon manuscrit. J'ai failli le jeter, puis finalement, j'ai dit, on sait jamais. Fait que, à un moment donné, à la retraite, je me cherchais de quoi faire, puis j'avais toujours cette idée-là pareil en tête. Fait que finalement, je me suis remise sur mon roman, puis je l'ai envoyé à Jean-Claude Larouche, au Saguenay, qui est un éditeur quand même assez connu, JCL. Oui. Fait que là, j'attendais, puis tout d'un coup, j'ai eu une réponse positive. Il m'invitait à aller les rencontrer là-bas. Est-ce que vous aviez retouché le manuscrit de... Pour la renvoyer? Oui. Non. Non, OK. Je l'avais envoyé tel quel. Mais là, c'était pas un concours. Tu sais, eux autres, c'est pour ça que le concours, là, il va y avoir des gens probablement qui étaient... Non, je l'avais envoyé tel quel. J'avais tout écrit ça fait longtemps, là, je me rappelle. J'avais à l'ordinateur, puis j'avais pas toutes les... C'était au début quasiment des ordinateurs. Mon mari en avait un, mais c'était à peu près le seul dans la famille, il y avait un ordinateur. Fait qu'en tout cas, c'est ça, fait que je l'ai envoyé à Jean-Claude Larouche, qui eux autres l'ont accepté. Puis là, là, j'ai commencé à travailler avec eux autres. J'ai trouvé ça vraiment le fun, parce que là, eux autres, ils m'ont vraiment montré aussi comment tu t'en vas d'un roman. Tu sais, fait que j'avais beau avoir du talent pour écrire, tu as quand même une marche à suivre d'un roman, là. Une structure. Il y a une structure, exactement, oui. Vous avez le mot. Fait qu'à ce moment-là, à partir de là, on a retravaillé le roman, puis il l'a publié en 2014, Le Destin d'Eva. Quelles sont les thématiques qu'on retrouve dans vos romans, Mme Bergeron? Il y a des enfants tout le temps. Oui. Puis après ça, c'est toujours des gens ordinaires. Tu sais, je travaille pas, moi, dans les avocats, les notaires, ces gens-là, c'est toujours des gens ordinaires qui travaillent dur pour y arriver, puis finalement, ils réussissent. Puis il y a beaucoup d'amour, il y a toujours un suspense, évidemment, ça en prend un, là. Oui. Parce qu'il y a toujours un méchant, un bon, un méchant. Ça fait, dans les romans, c'est bien important. C'est un peu ça. Puis je travaille beaucoup dans le sens de la famille. C'est quasiment toujours une famille dont il arrive toutes sortes d'événements tristes et des fois... Et aussi, sur plusieurs de mes romans, j'insère un événement qui s'est déjà produit ici au Québec. Oui. Oui, comme la rivière aux adieux. La rivière aux adieux, le premier, là, c'est l'éboulis qu'il y avait eu à Saint-Alban. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pas vous rappeler certains, mais je veux dire, vous en avez entendu parler. Oui, évidemment. Bon, fait que ça, l'éboulis, c'est très, très connu. Fait que dans mon roman, mes personnages sont... Donc, vos romans sont quand même situés dans des environnements historiques, j'ai envie de dire. Oui, parce que selon mon éditeur, j'écris des romans historiques. OK. Et là, on en a un justement avec nous, c'est celui que vous avez fait le plus récemment, oui. Là, Des secrets en héritage. Pouvez-vous nous parler un peu de ce livre-là? Oui, celui-là, il se passe à Saint-Marc-des-Carrières. Oui. Qui, en fait, c'est quasiment, je pourrais dire, le berceau de ma vie, parce que ma mère est née là. Je connaissais Saint-Marc depuis longtemps. Puis, je me rappelle, mon grand-père, il parlait de la poussière de pierre. Tu sais, qu'il y avait, parce que les autres, ils travaillent avec le granit, avec le calcaire. Oui. Puis, ça faisait de la poussière. Les gens travaillaient, puis ils n'étaient pas protégés, rien. Il y en a plusieurs qui mouraient de maladies pulmonaires, des choses comme ça. Fait que j'en avais entendu parler beaucoup. Fait que pour situer mes personnages, bien, je trouvais que
que c'est un beau sujet, un bel endroit, puis en même temps, bien, justement, décrire un peu comment ça se passait à ce moment-là. Fait que là, ben, moi, j'ai créé des personnages. Ça commence par la mort d'un carrier qui appelait les gens qui travaillaient dans les carrières, qui se fait écraser par une grosse roche lors d'une explosion, parce qu'il faisait quand même exploser pour avoir des calcaires. Oui, du dynamitage. C'est ça, voilà. Oui. Fait que là, ça commence de même. Puis là, après ça, bien, mes personnages, eux autres, vivent toutes sortes d'événements. Puis là, elle apprend que son mari avait des secrets pour elle. Est-ce que c'est important pour vous là, de parler d'endroits que vous connaissez? Est-ce que ça vous aide à parce que dans le fond, ça situe les gens. Oui. Tu sais, il y avait des auteurs à un moment donné ils craignent ça un petit peu. Mais faut pas. Les gens sont contents de faire ça. Dans le fond, là, en autant que tu respectes la place, que tu respectes les événements qui se sont déjà produits, autour de ça, tu peux inventer n'importe quoi. Pas n'importe quoi, entendons-nous, là, qui a de l'allure avec tes personnages. Mais il faut que tu respectes les événements réels qui se sont passés. Mais comme moi, je m'amène des personnages connus, comme là-dedans, je parle de M. Châteauvert, qui est un monsieur qui possédait à ce moment-là une carrière, le magasin général, il possédait presque la moitié du village. Bien, lui, il est dans le roman. Mais moi, j'en ai fait un bon personnage. Oui. Parce que, tu sais, je ne le connaissais pas. Puis, mais je voulais quand même que pour les gens qui ont pas bien connu, les parents en parlent. Puis, tu sais, tout le monde connaît M. Châteauvert, un Châteauvert à Sainte-Marc. Fait que c'est pour ça, moi, je prends des personnages qui existent vraiment, comme je vous dis, des personnes qui ont existé, mais je les place dans un événement, moi, je pourrais dire, pas irréel, mais inventé, si on peut dire, là, à ma façon. Et dans les récits qu'on retrouve dans vos romans, bon, vous avez dit, on prend des personnages qui ont déjà existé. Est-ce que dans vos romans, il y a un travail de recherche pour ça? J'imagine que vous prenez le temps quand même de regarder là, ce qui s'est passé. Énormément de recherche. Énormément de recherche parce que j'oserais jamais écrire de quoi juste de même. Là. Faut que je sache exactement les dates, le temps, comme celui qui se passe à Cap-Santé. Bien, là, mettons, je vais parler d'un événement, bien, je vais voir si, un événement ancien, bien là, moi, je vais voir si, moi, mon roman est situé en 1912, bien que l'événement n'est pas arrivé avant. Oui. Tu sais, moi, il faut vraiment que je vérifie toutes les choses que je vais insérer dedans. Mais c'est tellement, aujourd'hui, avec Internet... Avant ça, les auteurs étaient obligés de se déplacer puis aller dans une grande bibliothèque. Puis c'est là qu'ils apprenaient, qu'ils faisaient leurs recherches, mais là, je pèse un piton. Et l'information arrive beaucoup plus vite. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai l'impression aussi que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple aussi d'écrire des romans historiques. Et Mme Bergeron, on arrive à la fin de notre entrevue. Je vois que le temps file. Vos romans, ils sont disponibles où on peut se les procurer? Partout. Partout? Partout, oui, dans les magasins, dans les pharmacies. Vous pouvez les faire venir sur Internet aussi, il n'y a pas de problème. Eh bien, Mme Bergeron, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. On vous remercie d'avoir été avec nous pour parler, oui, des 5 ans d'héritage, mais de votre carrière également, là, comme vous habitez à Cap-Santé vous-même. Oui, oui. On vous remercie. Bien, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. La Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a tenu son assemblée générale annuelle ce mardi 11 avril, alors que les membres Desjardins pouvaient y assister autant sur place qu'en ligne. L'assemblée a été menée par le président du conseil d'administration de la Caisse, M. Jacques Proulx. Il était assisté par Michel Truchon, le directeur général de la Caisse, Agathe Julien de Launière, la secrétaire du conseil d'administration, mais aussi Christine Moisan, administratrice et représentante du comité de mise en candidature. Les membres Desjardins pouvaient voter sur plusieurs points. Voici M. Proulx à ce sujet. Le conseil d'administration a choisi de vous offrir une formule d'assemblée en mode hybride, ce qui implique que tous les membres présents en salle et en ligne pourront voter en direct sur certains sujets, alors que d'autres sujets feront l'objet d'une période de votation en vote différé qui aura lieu au cours des 4 prochains jours. C'est lors de cette période que vous pourrez vous prononcer notamment sur la répartition des excédents annuels et les restos. Alors que l'inflation est une thématique dominante depuis la pandémie de la COVID-19, M. Guy Cormier, le président et chef de la direction du mouvement Desjardins, s'est adressé aux membres par vidéo. Le voici maintenant. Et quand on regarde ce que 2023 nous réserve,
Je suis convaincu que ces valeurs sont plus pertinentes que jamais. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, mais selon les projections de nos économistes, on a quand même une bonne idée de ce qui nous attend. Les derniers mois n'ont pas été faciles pour plusieurs personnes et les prochains ne seront pas de tout repos. Ce sera clairement une période de ralentissement économique avec une inflation qui devrait graduellement diminuer au cours de l'année. Mais comme on l'a toujours fait dans les périodes difficiles ou les crises économiques, Desjardins sera là. L'entièreté de l'Assemblée générale annuelle de Desjardins va être rediffusée sur nos ondes à CJSR le 15 avril à 14h, mais aussi dimanche 16 avril à 9h. On poursuit maintenant avec la chronique gravée dans notre mémoire de mon collègue Stéphane Lépine. On regarde les éphémérides qui ont touché les semaines du 13 avril dans les dernières années. Allons-y maintenant pour le 13 avril. Alors, je dois te parler un petit peu de l'industrie du bois pour que tu comprennes un petit peu l'importance de cette entente-là. C'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de scieries un peu partout sur le territoire. Dans les années 80, il y a eu une grosse crise économique qui a fait qu'il y en a plusieurs qui ont fermé. Et même chose, 2005-2006. On commençait à avoir pas mal moins besoin du papier, du bois. Il y a eu les fermetures de l'usine de Saint-Ramon, la grosse usine de papier. Grosse usine de Donnacona aussi qui a fermé. Alors là, les autres usines qui restaient ont décidé, imagine-toi, de faire une première au Québec en 2010. Ils se sont alliés, OK? Alors, il y avait une usine, Scierie Dion à Saint-Ramon est là-dedans. Il y avait la scierie aussi à Saint-Gilbert et Loire-Moisan. Puis il y avait une scierie aussi dans le coin de Saint-Casimir, dans ce coin, pas Saint-Casimir, plus loin, Saint-Tubal ou Saint-Uribe, dans ce coin-là. Alors, ces trois scieries-là se sont alliées, justement, pour se partager les quotas de bois selon leurs essences. Alors, c'est une première au Québec, ça, là. Et par la suite, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça fonctionne, le système, mais c'était vraiment précurseur de ce qui s'est passé maintenant dans l'industrie du bois. On se parle beaucoup plus qu'on se parlait. En 98, là aussi, c'est une affaire que tu vas trouver pas mal drôle. Imagine-toi que Internet, on n'avait pas ça tout le monde, là. Ça commençait. Alors, ouverture du Carrefour Internet à Saint-Ramon. Alors, Carrefour Internet? Oui. Si tu voulais faire de l'Internet, il fallait que tu y ailles au Carrefour Internet. Parce que ça coûtait trop cher ou c'était trop compliqué d'avoir ça dans ta maison. Il y en a qui l'avaient, mais ça commençait. Puis il y a beaucoup de gens qui ne voyaient pas la nécessité d'avoir Internet. Fait que là, ce qu'on a fait pour justement sensibiliser les gens à ce que c'est Internet, on a créé un Carrefour Internet dans l'école Saint-Joseph. OK? Et ce qui est spécial, c'est que tu arrivais, tu te connectais, ça prenait 2 minutes de se connecter avec une espèce de bruit. Fallait que tu te connectes sur une ligne de fax à l'époque. Oui. Ça faisait un bruit fou, puis là, tu embarquais. Et j'ai pas nécessaire de dire que la connexion, c'était pas laid. C'était vraiment laid. OK? Et effectivement, ce qui était le fun de ces centres-là, c'est que ça nous permettait de faire l'initiation. Moi, mon courriel à moi, mon premier courriel que j'ai pris, il date de ce carrefour-là. OK, le dernier, le 17 avril 96. Imagine-toi, ça, on a des images, c'est le fun, j'ai été voir. La première conférence de presse sur le recyclage. En 96? Oui, alors, il ne se faisait pas de recyclage. La nouvelle invention. Oui. Alors là, on disait au monde, maintenant, vous allez avoir un 2e bac et vous allez recycler certaines matières. Wow! Là, on partait de loin. J'imagine que ça a fait le même effet que le bac brun il y a quelques années. Là. Ça a beaucoup chiolé. Je peux te le dire, ça a beaucoup chiolé. Et on va voir des images. C'est le fun en plus parce qu'on a impliqué les jeunes. Il y a des jeunes qui étaient là à la conférence de presse pour expliquer que eux autres, ils voulaient grandir dans un monde plus propre, plus vert. Alors, c'est pas mal là que ça a parti un petit peu cette façon-là de recycler. Aujourd'hui, dire on arrête de recycler, je pense que ça ne marcherait pas. Non. Effectivement. Alors, c'est le fun de voir que c'est pas si loin que ça. 27 ans, 96? Oui, à peu près. 27 ans. Donc, c'est ça. Fait qu'on va aller voir un petit bout de la conférence de presse. Un autre programme qui nous tient grandement à cœur est le recyclage volontaire. Et pour ce faire, nous pouvons compter sur une force majeure. Ce sont vous, les jeunes, les étudiants du primaire et du secondaire, qui êtes de vrais partenaires. Les 3 écoles de chez nous, l'école Marguerite-Diouville, Saint-Joseph et l'école secondaire Louis-Jobin,
ont un même but en commun, soit de sensibiliser la population à recycler et agir dans ce sens. On arrive maintenant à la fin de votre bulletin d'information. Je prends quelques secondes pour vous rappeler que pour le bingo en septembre, nous recherchons encore des gens pour pouvoir opérer le bingo. Je vous rappelle que ces emplois sont rémunérés. Vous pouvez regarder vous pouvez appeler à CJSR pour avoir plus d'informations là-dessus. C'est ce qui complète le bulletin d'information en ce jeudi 13 avril. Mon nom est Danick Julien. Je tiens à remercier toute l'équipe, soit Charles Aubert, Luc, Tony, Jérôme et Suzy. Merci également à nos invités. On se laisse avec des images du printemps captées dans le secteur du Lac-Sergent.